Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. 4 invités, 2 sujets, des coups de gueule, des coups de cœur. Les invités, c'est Gérard Bardy, bonjour. Bonjour. Guylain Benessa, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes nouveau ici, hein? Absolument. Mais vous n'êtes pas nouveau à l'écriture, vous avez écrit au moins un livre. 4 livres en tout, Voilà, mais c'est mon ça. dernier, effectivement. Ok, donc le dernier, il s'appelle « On a marché sur la tête Oui. ». Et ça dit « La France, l'UE et les mensonges » en 2-3 mots. Ça parle de- C'est la démystification du rêve éveillé qu'était l'Europe et qui est devenu le tombeau des peuples. Mais c'est surtout une contre-histoire de tout le récit qu'on a d'habitude. Vous savez, les merveilles, on explique qu'en fait, depuis le départ, c'est pas des merveilles, c'est un tombeau qui a été conçu comme tel, et on n'en parle pas assez clairement. Ok, très bien. Et c'est édité chez L'Artilleur. Chez l'Artilleur. Ok, merci beaucoup. Yves Christen, bonjour. Bonjour. Je suis content de vous revoir, même si vous avez une petite voix. Ben oui, on est comme ça, quoi. Ok. La perdez pas pour autant. Et Serge Federbusch. Serge Federbusch, on le connaît bien. Il a été candidat à la mairie de Paris et en plus, il tient la plume et le sabre. Et donc, il a commis ce livre qui s'appelle Le sabre et l'esprit. De quoi ça parle, Serge? Ça parle de la confrontation au départ entre le modèle de l'État-providence, de l'État social et la mondialisation, qui est à mon avis la cause explicative majeure de tous les désordres mondiaux depuis quelques décennies. Et puis ça essaie d'aller plus loin, et c'est ça qui m'a donné du fil à retordre, c'est-à-dire de voir s'il n'y a pas des répétitions, si c'est pas quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire, dans le temps long. Et là, bon, ce que j'ai finalement essayé de mettre en lumière, c'est que c'est concomitant des premières sociétés humaines. C'est-à-dire qu'un système à la fois qui cherche à protéger ses membres et qui régule les relations avec l'étranger et les relations avec l'étranger donnant de la dynamique mais en même temps créant de la déstabilisation, eh bien c'est ce système cette espèce de moteur à explosion qui est à l'origine de la dynamique humaine. Donc c'est un ouvrage très ambitieux. Voilà, faut me pardonner. Faut me pardonner. Non, au contraire. Et dont j'espère qu'il restera dans le temps et qui m'a donné effectivement un peu de fil à retordre. Voilà. Et j'en recommande la lecture à qui voudra essayer de parcourir ces méandres. Je vous promets de le lire. Et c'était les éditions de Passy. Voilà. Très bien, parfait. Alors, on a 4 invités et on a 2 sujets. Le premier, c'est... on est dans une crise politique, j'apprends rien à personne. Une des manières d'en sortir serait la démission d'Emmanuel Macron. Et on va regarder si c'est faisable, possible et souhaitable. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est les labels qui sont opposés aux partis radicaux en France. On va dire de l'extrême gauche, LFI, qui refuse ce label, au Rassemblement national, qui dit qu'il n'est pas d'extrême droite. Eh bien, on va regarder comment les qualifier et est-ce que c'est véritablement dommageable. C'est Gérard Bardy qui a suggéré le deuxième sujet. Et le troisième point ou round de cette émission, ce sera les coups de gueule et les coups de cœur. Et vous verrez, ce sera saignant. Allez, à tout de suite. Alors, le premier sujet, c'est la démission d'Emmanuel Macron. Elle est présentée comme une des solutions pour la situation politique actuelle, issue des élections législatives, la majorité inexistante, les 3/3 et les difficultés que l'on a actuellement sur le budget, mais qu'on va retrouver à chaque fois qu'il y aura l'occasion de légiférer. Donc, est-ce que cette solution, autrement dit, sortir par la démission de Macron, est-ce que c'est une manière d'en sortir avec les contraintes des élections législatives? J'anticipe. Et c'est Gérard Bardy qui commence. Moi, je poserais la question d'une autre façon. OK. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut rester? Rien l'oblige à partir. Rien ne l'oblige à partir, mais peut-il rester? Quand on a le moins du monde, le souci de l'intérêt général, le souci de la France, c'est quand même le moins pour un président de la République. Est-ce qu'on peut rester dans une pareille situation? Il n'a plus le peuple avec lui. Non seulement les élections l'ont prouvé à 3 reprises en quelques mois, mais tous les sondages montrent qu'on est aujourd'hui à 70-75% de désaccord, de désaffection, voire de rejet. C'est important. Il n'a plus de majorité. Les siens le lâchent les uns après les autres. Même ses anciens premiers ministres, que ce soit Édouard Philippe, que ce soit Elisabeth Borne, je vous renvoie à son dernier livre,
qui n'est pas piqué des verres, que ce soit Attal, avec lequel il est en guerre ouverte, ces 3 anciens premiers ministres lui rentrent dedans. C'est quand même fâcheux. Et puis, il n'a plus de majorité parlementaire. Et puis, il a un gouvernement maintenant qui ne lui est pas franchement favorable. Peut-il rester? A-t-il suffisamment de dignité, de responsabilité politique pour, devant l'histoire, se maintenir contre tous? À sa place, vous partiriez? Mais évidemment, La mais tête moi, haute. moi je suis hautement gaulliste, alors vous pensez Tel que... le général de Gaulle en 69. Mais bien évidemment que rien n'obligeait à partir, et le référendum perdu de 69, c'était quand même du 48-52, et sur un référendum qui n'engage pas le président à partir. Mais là, on est dans une situation de si blocage. c'était dans ce cas-là, Sarkozy aurait dû partir avec ce qui s'est passé dans la rue. François Hollande aurait dû partir. Je ne parle pas de ce qui s'est passé dans la rue, je parle des urnes et je parle de la réalité politique avec une configuration politique, que ce soit parlementaire, que ce soit sociale, que ce soit... Même, encore une fois, son camp. Il est isolé, il est seul à l'Élysée. Le Figaro racontait très bien la semaine dernière comment il était enferré dans sa solitude, meurtri par cette situation, parce que lui, le suffisant, lui, l'orgueilleux, lui, le premier de la classe, eh bien, il s'est planté sur tous les plans. Et donc, Monsieur le Président, on vous en voudra pas, partez. Ok. Serge Federbusch, vous êtes sur cette ligne-là? Non, pas du tout, même, pas du tout. D'abord, un homme politique... ça a toujours l'espoir, enfin très souvent l'espoir que la fluctuation des choses et des idées, les événements, bon, comme disait Mitterrand, l'opinion est versatile, hein, bon, voilà, ça a toujours l'espoir qu'à un moment ou à un autre, il va pouvoir se refaire une santé politique, et surtout quand on a son âge, quand il a 46, 47 ans. Sauf que lui, bon, de toute manière, en fin de course de présidentielle. Justement, enfin, mais c'est pas pour autant que son destin politique s'arrêtera. C'est sûr. Bon, donc déjà, un homme politique, on l'a vu, Mitterrand, il n'a pas démissionné alors qu'il était à plusieurs reprises désavoué par les urnes. Chirac, la même chose. Enfin, c'est tout à fait classique. Et comme il est un peu plus jeune et qu'il est assez hargneux, je dirais, quelles que soient ses autres qualités ou défauts, bon, je ne pense pas que ce sera ça qui va le déterminer. En revanche, pour répondre à ta question, je pense qu'il est à la fois nécessaire, possible qu'il démissionne et que ça se produira. Bon, ok, ça on y va. Alors, nécessaire. Bon, alors nécessaire parce qu'on est dans une crise grave à tout point de vue, bon, financière, budgétaire, politique, morale, bon, tout ce qu'on nécessaire. Voilà. Possible. C'est nécessaire, possible. Que va-t-il se passer? On peut faire de la politique fiction, on se plante toujours, mais bon, prenons le risque de se planter. Mais c'est passionnant quand même. Prenons le risque de se planter. Je crois que il va arriver avec son budget. Il a mis Barnier à Matignon pour essayer de faire voter le budget. Bon. Il va donc arriver avec son budget, il y aura un 49.3. C'est presque sûr. NFP votera pour la censure. Donc la question est simple. Est-ce que le RN votera pour la censure ou pas? Bon, soyons pragmatiques. Hein. Je pense que le RN votera pour la censure. Parce que d'abord... Ah donc vous pensez que d'ici 15 jours, 3 semaines, il n'y a plus de Barnier? C'est à la fin de l'année. C'est à la fin de l'année. décembre. C'est en décembre. Bon. Donc pourquoi ils voteront pour la censure? D'ailleurs, ça ne veut pas dire forcément la fin de Barnier. Il faut être subtil en droit constitutionnel. Hein. Bon, pourquoi ils voteront pour la censure? Parce que si jamais le budget est adopté au terme d'un 49.3, il faut voir qu'ensuite Barnier peut rester 1 an. Un an, sans rien faire, sans prendre de loi, sans prendre aucune décision, en gouvernant par décret. Sachant qu'on peut redissoudre en juillet, hein, juillet 25. C'est même pas sûr qu'il le fasse, que Macron le fasse. D'ailleurs, ça dépendra des circonstances. Pourquoi? Parce que une fois que le budget est voté, c'est la seule obligation, hein, d'une certaine manière. Donc on a vu possible... Et la troisième. Oui, non, mais donc ce que je veux pour terminer, c'est qu'une fois que le budget est voté, pourquoi est-ce que le RN serait bien inspiré de voter la censure? Parce qu'une fois que le budget est voté, les autres lois finalement sont superfétatoires, sont pas nécessaires. Ils peuvent gouverner par décret, il peut ne rien se passer. Barnier restera jusqu'à ce qu'une autre. C'est-à-dire que la France n'aurait pas de budget. Mais justement, mais si le RN vote le budget, ou en tout cas ne vote pas la censure, le budget sera adopté. D'accord ? Là, il y aura un budget. Et ensuite, les autres lois, finalement, ne sont pas nécessaires dans un pays où il y en a des dizaines de milliers. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera ? D'abord,
le NFP va taper sur le RN en disant collabo de Macron, etc. Okay. Cachez-vous. Et bon, ensuite, l'opinion est justement versatile, ça peut changer. Il peut se passer n'importe quoi, une crise internationale grave qui donne à Macron la possibilité de reprendre la main parce qu'il a en tête ce qui s'est passé au moment du Covid où il a repris la main, d'accord ? Un événement extérieur peut lui redonner la main. Donc, je pense que le RN votera la censure. Si la censure est votée, qu'est-ce qui se passera ? Il n'y aura plus de gouvernement. Le budget devra être adopté par des ordonnances temporairement, mais c'est très compliqué juridiquement, c'est très incertain, d'accord ? Et inédit dans la Ve République. Et on ne sait pas où on va en réalité. À gérer. Et à ce moment-là, il se passera que aussi bien du côté de Mélenchon que du côté de Le Pen, les regards se tourneront vers l'Élysée en disant la seule solution de sortie pour sortir de cette crise politique, c'est qu'il faut que c'est là où vous retombez sur vos pieds. Ok, je comprends très bien. Allez-y, Guilain Benessa. Je suis sceptique, je suis plus que sceptique pour deux raisons. D'une part parce que je pense que Marine Le Pen fait la stratégie de la dédiabolisation depuis longtemps. Ça m'étonnerait qu'en cours dans une situation aussi chaotique déjà, avec un désordre invraisemblable qui a duré tout l'été, avec les Jeux Olympiques, etc., etc. Bref, on ne revient pas sur 6 mois, mais tout de même, prendre le risque de censurer le gouvernement, ça veut dire que d'un coup, elle remet le chaos, elle sera l'agent du chaos, elle qui rêve d'être l'agent de l'ordre. Je suis sceptique, peut-être qu'elle le fera, mais il faudra une lucarne ou une meurtrière extrêmement adaptée, parce que je pense que sinon elle s'expose, elle qui veut absolument la respectabilité, à être celle qui va faire tomber le gouvernement. Alors que les Français veulent la stabilité. Je dis pas qu'elle le fera pas, mais admettons, je pense que le calcul est osé. Alors, si elle le fait... Federbusch. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Macron. Alors, justement, sur Macron, une seconde. Ouais. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose de juste. De Gaulle est parti à 20h le soir même de la défaite à son référendum de 69. Mais en fait, ce qu'on oublie toujours, et il faut juger Emmanuel Macron dans le récit de ce qu'est devenu nos institutions et comment le fait qu'il ne parte pas est littéralement un viol de nos institutions. Et je pèse mes mots. En 71, 72, 73, Georges Pompidou envisage déjà le quinquennat. Il ne le fera pas. Et vous savez pourquoi il envisage le quinquennat ? Parce qu'il veut permettre aux Français de voter plus régulièrement pour leur président. Et s'ils ne souhaitent pas le maintien de leur président, le président doit partir. Ça veut dire qu'on veut déjà tester la légitimité présidentielle en s'assurant que les Français sont derrière leur président de la République. Et à l'époque, tout le monde considère qu'un président battu doit partir. Oui. Depuis, on s'est habitué. Sauf que ça n'a pas été mis dans la Constitution. Depuis, on s'est habitué. Oui, mais vous savez pourquoi ? Parce qu'à l'origine, personne n'envisageait qu'un type qui était légitime reste en pouvoir durant des années et des années. Depuis, Gérard Bardi a parlé de François Mitterrand. Oui. Ce qui se passait contre Mitterrand, ça ne disait pas sa légitimité. Mais attendez, ce qui est très simple, c'est qu'en fait, entre-temps, on s'est habitué à avoir des présidents illégitimes qui cohabitent de temps en temps. Et Emmanuel Macron a inventé l'hypothèse finale, c'est je perds, je reste et je ne cohabite pas. Parce que je garde un gouvernement en ma main. Ce qui veut dire qu'au fond, vous savez, ce qu'on a fait, c'est très simple. On a réussi à annuler le résultat des élections et à envisager un président illégitime qui ne cohabite pas, qui ne démissionne pas et qui conserve les clés du camion tranquillement. J'ai du mal à croire au bout de tout ça qu'il en vienne à démissionner. Mais Guilain, ça veut dire que vous êtes sur la position du LFI qui consisterait à aller chercher la destitution du président ? Ah, pas du tout. Non. Moi, je réclame simplement qu'un président retrouve la dignité présidentielle Et la responsabilité. En fait, un Bardiès. Moi, je suis juste sceptique que Emmanuel Macron ne tienne pas, parce que jusqu'à présent, j'avoue, je suis sidéré par l'habileté tactique qui conduit au fait que personne de tout l'échiquier politique ne réclame depuis des mois la démission d'Emmanuel Macron. Presque personne ne le réclame. Hein. Non, la destitution. Et le RN lui-même n'a quasiment pas envisagé l'hypothèse de la démission pour ne justement pas être l'agent du désordre. Il y a quand même une grande différence, c'est que aussi bien Mitterrand que Chirac avaient été effectivement en période de cohabitation, mais ils avaient en face d'eux des majorités. Aujourd'hui, le président, il n'a pas de majorité. Il a une espèce de truc bricolé avec... Ça, c'est le facteur X qui fait que vous pensez... Mais c'est ce qui fait toute ça change tout. Mais bien sûr, l'instabilité ne peut pas permettre de gouverner un pays qui est dans l'état dont vous avez fait référence, où ça craque de partout, il n'y a plus de fric, il n'y a plus d'autorité, etc. Et on ne peut pas rester encore 2 ans dans cette situation. Yves Christen. Je pense que savoir ce que Macron va faire, on n'en sait rien. Mais ce que je crois, c'est que si Macron démissionne, ça ne résoudra absolument rien. Parce que la France est dans un sale état et qu'on voit mal comment rétablir la situation. On le voit mal, d'une part parce que la charge est lourde, d'autre part parce que ne se dégage pas une personnalité politique genre De Gaulle qui puisse rétablir quelque chose. Et deuxièmement, qu'on ne voit pas dans
l'échantillon politique actuel, se dégager une majorité claire. Alors, il n'est pas impossible qu'avec une nouvelle législative, le RN atteigne la majorité. Non, mais pardon. Si Macron, parce que je suis étonné que je vais vous laisser la main, hein, mais je reviens sur une des choses que vous avez dites. Macron démissionne. Il démissionne là, il nous fait le cadeau de Noël de démissionner. Élection présidentielle est organisée dans la foulée, je crois que ça prend 3 semaines à mois. Oui, alors. On a Gérard Larcher comme président pendant quelques temps. Bien, on fait une nouvelle élection présidentielle. Sera élu qui, on va dire, Marine Le Pen est élue. Okay, on va là ça. Elle a toujours une absence de majorité. Mais bien entendu. Et il se passe rien avant juillet. Même si attendez, on va revenir là-dessus. Même si elle est élue et si elle a une majorité en juillet, ce qui n'est pas gagné. En réalité, je doute que dans l'état actuel de la France, Madame Le Pen puisse gouverner. Pourquoi ? Parce que, bon, il faut d'abord qu'elle ait une majorité à l'Assemblée, mais n'oubliez pas. Elle en a pas. Elle est élue en février, elle en a pas. Même chose pour Édouard Philippe. Février et juillet, il y a un tout petit espace. Mais c'est pas que la majorité à l'Assemblée. Elle a rien au Sénat. Elle aura l'hostilité du Conseil d'État, Conseil constitutionnel, tout ce que vous voulez, du schmilblick européen, l'hostilité des médias, l'hostilité des syndicats, l'hostilité du grand capital, l'hostilité des États-Unis, sauf peut-être si Trump est élu, etc. Elle aura la légitimité d'être présidente de la Ve République. Mais si vous avez des gens dans la rue, même si elle a la majorité à l'Assemblée, la cristallisation, et ça rejoint le sujet qui sera évoqué par la suite, la cristallisation contre l'extrême droite, le fascisme, tout ce que vous voulez, fait que il y aura une grande violence. Du reste, d'ailleurs, l'extrême gauche a déjà annoncé qu'il mettrait les banlieues dans la rue. Et c'est difficile de gouverner dans ces conditions. Ok. Je voudrais intervenir sur... On va le faire dans l'ordre. Guylain a levé le doigt avant. Guylain et Serge. Une remarque... j'entends tout ça et la musique vibre depuis longtemps sur les ondes. Rien, mais absolument rien ne dit qu'un président élu, admettons demain si Emmanuel Macron devait démissionner, rien ne dit qu'un nouveau président ne pourrait pas dissoudre l'Assemblée immédiatement. Les constitutionnalistes se sont penchés sur le cas et disent que non. Hein. Alors, non. Certains disent que non, qui sont les mêmes qui nous expliquent toute l'année que le Conseil constitutionnel peut s'aborder la politique des parlementaires. Donc en même temps, c'est la même aile qui nous dira demain, on n'a pas le droit. Vous pensez qu'il y a une fenêtre là pour de dissolution? Vous savez, Jean-Éric Schuttel, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, est du même avis que moi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, et que, éventuellement, si le Conseil constitutionnel devait dire on n'a pas le droit de le faire, il faudrait qu'un président élu et légitime, qui justement vient d'être élu par les Français, dise j'en ai rien à cirer de l'interprétation du Conseil constitutionnel parce que je suis président de la République. Vous savez qui faisait ça à l'époque ? Le général de Gaulle. Donc, je dis pas que c'est facile, mais il faut qu'à un moment, si le président élu, choisi par les Français, légitimé dans les urnes, qui justement veuille renverser la situation, si on doit commencer à un moment, il faut bien commencer par là. Sinon, de toute façon, tout le reste va se fermer. On fera rien à l'Assemblée, on fera rien contre l'Europe, on fera rien contre le capital. Donc, il faut bien commencer par dire je suis président, je deviens l'interprète de la Constitution, je dissous, j'obtiens une majorité, j'ai le vent dans le dos, je fais ma politique et pour une fois, je suis la majorité des Français qui m'auront élu. C'est quand même pas très compliqué. Ça s'appelle la Ve République, tout de même. Ok, Serge Federbusch. Merci. Alors, Serge Federbusch. Je suis plus ou moins convaincu par ce que j'entends à quelques petites nuances près. D'abord, effectivement, si quelqu'un est élu président à la suite de la démission de Macron, juridiquement, constitutionnellement, il peut y avoir un débat parce qu'il est dit que pendant un an, il n'y a pas de dissolution après une précédente dissolution et ça vaut pour un autre président ou pour un autre. Donc, j'ai essayé de terminer. Donc, ne pas respecter cette règle, c'est violer la Constitution, en tout cas violer une interprétation majoritaire. Mais si. Moi, je ne dis pas que c'est la mienne, mais bon, je dis qu'on aura en tout cas, que ce soit Dupond-Moretti qui aura remplacé Fabius ou sous une autre forme, ils diront que c'est un viol de la Constitution, il faudra l'assumer, alors précisément qu'elle n'aura pas, si c'est Marine Le Pen, une majorité au Parlement. Donc il y aura la gauche qui défilera en disant viol de la Constitution partout. Ça sera très compliqué. À mon avis, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, justement, il faut être comme un judoka. Il faut utiliser la force du système contre le système, d'accord, et ne pas procéder dans ce cas-là à une dissolution qui sera hasardeuse, à mon avis. Bon, il faut immédiatement réformer la Constitution par l'article 11. Ce qui aussi... Rappelez-nous. C'est-à-dire qu'il y a deux modes de révision de la Constitution en France.
l'article 89 qui est la voie normale, et l'article 11 qui dit qu'on peut réformer, enfin qu'on peut demander au peuple d'approuver des lois sur l'organisation sociale, économique, politique, etc. C'est le référendum dont parlait Bardi. Il y a 2 référendums. Il y a un référendum après l'article 89 quand on veut demander l'aval du peuple pour la réforme de la Constitution, l'article 11. L'article 11, c'est plus simple. D'accord, mais il suffit de nommer un Premier ministre qui le suggère, en gros, que le gouvernement et le président soient d'accord, même si on passe pas au Parlement, c'est possible. Le Conseil constitutionnel toussera, voire dira que c'est pas tout à fait constitutionnel, sauf que d'abord ça a été fait par justement De Gaulle lui-même, et puis deuxièmement, ça immédiatement permettra d'organiser une réforme des institutions profonde, et ça squeezera complètement ce problème. Mais c'est pas le coup d'État permanent qu'on a reproché à Mitterrand. Alors il y a un truc qu'il faut comprendre en politique qui, à mon sens, est très profond. Oui. Si les élites, si le gouvernant n'est pas capable de prendre des décisions radicales, à la fin, c'est le peuple qui crée une situation radicale. D'accord ? Et donc, si c'est pas ça, ça sera la révolution en France d'ici 5 ans. Et on ne sait pas ce qui en sortira. Ça sera peut-être les vrais fascistes de la France insoumise qui prendront le pouvoir. Parce que vu l'état de la droite, sa naïveté parfois confondante, sa division que j'observe moi tous les jours, il n'est pas sûr qu'un gars comme Mélenchon, qui est beaucoup plus structuré intellectuellement que 99% des gens à droite, parce qu'il faut au moins lui reconnaître ça. Bon, il a tenté un coup d'État avec Lucie Castet là, et ça a été à 2 doigts de marcher, parce qu'une fois qu'il aurait pris le ministère de l'Intérieur, on était foutu, d'accord. Okay. Bon, eh bien, et là, ça, les gens ont dans une naïveté totale. Personne ne l'a vu. Une fois qu'il avait le ministère de l'Intérieur, il aurait fait comme Attal. Il aurait dit bon, vous avez une majorité de substitution, prouvez-le-moi. Moi, j'expédie les affaires courantes. Et puis, il y aurait eu des gars dans toutes les circonscriptions, comme à Raphaël Arnaud dans le Vaucluse, pour organiser un climat de terreur. Et on n'aurait jamais retrouvé le pouvoir. Jamais. C'était un coup d'État, Lucie Castet. Okay. Et personne ne l'a vu. Donc, en fait, je crois qu'il faut à un moment prendre le taureau par les cornes, réformer la Constitution, réformer tout. Parce que commencer à essayer d'y aller pas à pas avec une majorité qu'on n'est pas sûr d'avoir après une éventuelle élection d'ailleurs de Marine Le Pen. On n'est pas sûr de l'avoir. Faut pas croire, parce qu'il y aura un nouveau démarrage. Personne n'est sûr d'avoir. Édouard Philippe n'est pas sûr d'avoir une majorité. Effectivement, le Sénat, il y aura les médias, il y aura le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, enfin tous les démons qui sont autour du berceau de la France. Et donc, ces gens-là feront tout pour empêcher un président, fût-il déterminé, à l'emporter. La seule solution, c'est de réformer tout le bastringue. On va s'arrêter là pour ce sujet, mais en fait, on est déjà dans le... Un mot. Ok, allez, vas-y, Gérard. Un mot. Mais pourquoi voudriez-vous que, par hypothèse d'une démission d'Emmanuel Macron, ce soient les mêmes acteurs qui se présentent à la présidentielle? Pensez-vous qu'il n'y a pas dans ce pays une personnalité, 2 personnalités, un peu au-dessus de la mêlée, qui dans des à part Serge et moi, l'un Premier ministre et l'autre président. Je termine. Et surtout face à une droite qui reste divisée, qui hélas restera divisée de façon dramatique, est-ce qu'il n'y a pas une personne plus consensuelle qui peut, avec l'accord de ces morceaux de la droite, venir et se présenter? Je vais jusqu'au bout. Je pense au général de Villiers, qui est l'homme qui peut ramener... Il n'a pas été capable de s'opposer à Macron quand il était chef d'état-major. Il ne va pas se lancer dans la réforme des institutions. Il faut être sérieux. Je pense qu'il n'a pas le niveau. Il faut qu'il y ait... Moi, pour le connaître, je pense qu'il a le niveau. On le saurait. Personne ne le connaît. Vous faites un sondage dans la rue, le général de Villiers, il n'y a pas 1% des Français qui sont capables de le citer. Beaucoup plus que ça. Je crois vraiment pas. Avec Gérard de Villiers, auteur à succès. Il faut le confondre avec Gérard de Villiers ou avec Philippe de Villiers. Je suis bien d'accord avec ça. Il a dit Pierre de Villiers. Ouais, non, on a compris. Allez, mais non, on va... Même notre animateur a compris. Ouais, allez, on va s'arrêter là. On va se retrouver sur un sujet qui est finalement pas mal lié au précédent. C'est les extrêmes, comment les appeler, et est-ce que c'est un obstacle? Allez, à tout de suite.
Alors on passe maintenant aux labels, et merci Gérard, encore une fois, pour ce beau sujet. Les labels qui, dit-on, enferment le Rassemblement national dans le label de l'extrême droite et qui l'empêcheraient d'arriver au pouvoir. Moi, j'ai voulu élargir le sujet à LFI, que certains labellisent à l'extrême gauche, et voir si ces labels sont véritablement, aujourd'hui, des manières d'empêcher les partis d'arriver au pouvoir. Serge Federbusch. Alors, je l'ai expérimenté le sujet, puisque quand j'étais candidat au municipal et que je passais dans les émissions à Paris, il y avait marqué en dessous, je ne le voyais pas, c'était incrusté extrême droite. Alors, ça a ulcéré, voilà. Bon, évidemment, on met toujours des étiquettes, donc ça ne veut rien dire. Il y a des gens, l'extrême droite est largement aussi à la France insoumise, sur des tas de sujets. Pour moi, par exemple, l'islam est une religion, une organisation sociale d'extrême droite. C'est patriarcal, ça favorise la domination des hommes sur les femmes. C'est drôle. Ça, mais bien entendu, ça punit de mort les homosexuels, ça coche toutes les cases de l'extrême droite, l'islam. Et pourtant, les gauchistes sont aujourd'hui complètement gangrénés pour des tas de raisons, par démagogie électoraliste ou d'autres, par justement l'islam. Donc, voilà, ça ne veut rien dire. Pour autant, je crois qu'il faut assumer. Bon, dire qu'on est d'extrême droite... évidemment, ça n'a pas de sens. Mais moi, ça ne me dérange pas de dire que je suis plus à droite que les autres. Oui, ça me dérange pas. Et plus à droite que... plus à droite sur les sujets, par exemple... Que les macronismes. Mais évidemment, mais le macronisme, c'est le service d'une oligarchie, plus du sociétalisme de gauche, d'accord ? On sert Bernard Arnault et ses petits copains et McKinsey, et puis à côté, ça c'est l'essentiel, et à côté de ça, on fait un peu de mesure de gauche du point de vue sociétal, parce que justement la gauche... Donc vous êtes plus à droite que... Je suis plus à droite que Macron, je suis plus à droite peut-être que le Rassemblement national, ça ne me fait pas peur de le dire. Bon, oui, mais est-ce que ça ne vous empêche pas d'être élu, et d'être élu maire de Paris ? Mais bien sûr, mais alors, en même temps, il y a des tas de gens qui ont eu des problèmes politiques dans leur vie, on assume, et puis au bout d'un moment, on va jusqu'au bout. Bon, donc, c'est sûr, je ne suis pas politicien professionnel, heureusement, Dieu m'a accordé cette faveur, et donc, je peux me le permettre, mais c'est vrai, et c'est ça le problème. Quand on est politicien professionnel, qu'on fait attention au sondage, au positionnement, à la stupidité, parce que parfois, il faut dire les choses par leur nom, de l'électorat qui parfois se laisse embringuer par des démagogues dans des aventures sans issue comme celle du macronisme, eh bien, on le paye cash, on le paye cher. Bon, ça, c'est très compliqué. Pour autant, non, il faut assumer, quand on est à droite, on est à droite. Ce que pensent les journalistes ou l'IFOP de tout ça, peu importe, et puis c'est tout. Ok. Yves Christen. La question de Franck est intéressante parce que il y a la question extrême-gauche, extrême-droite. Ce qui est tout à fait remarquable, si on regarde ça du point de vue d'un extraterrestre, c'est que le statut n'est pas le même. Je veux dire, être d'extrême-gauche, en aucun cas, ne pose un problème pour celui qui est à ce statut-là. La tu as raison. Et d'extrême droite pose ce problème-là. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de ligne invisible qui est que celui qui a été classé dans la soupière extrême droite, par exemple Serge, d'une certaine manière, c'est éternel. C'est une malédiction éternelle. Alors que si vous avez été même terroriste d'extrême gauche, vous pouvez être invité dans une université. Ou lambertiste comme Lionel Jospin. Remarquez, il y a cette chose extraordinaire qui est qu'en gros, si on juge par les présidentielles, 40% de gens ont voté pour Le Pen, plus Zemmour, plus Dupont-Aignan, plus tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, c'est de loin le plus grand bloc. Vous ne pourriez pas citer un membre de l'Académie française, de l'Académie des sciences, un président d'université, un acteur de cinéma en vue, un grand sportif, etc., qui aurait dit « j'ai voté pour ces 40%-là ». Sans doute y en a-t-il, mais aucun n'oserait le dire. Donc c'est un stigmate. Par contre, vous pouvez facilement être aujourd'hui, c'est le cas, et d'ailleurs c'est normal, être président d'université en ayant été communiste, en étant communiste aujourd'hui, c'est-à-dire 2% de l'électorat. Et pourtant, Yves, vous savez bien qu'LFI a demandé au Conseil d'État de dire qu'il n'était pas que d'extrême gauche. Oui. Parce qu'en fait, ce classement, moi je me demandais d'où il venait. Pour moi, il venait de la représentation traditionnelle de l'éventail de l'Assemblée nationale. C'est un truc révolutionnaire. C'était juste un positionnement de hasard en réalité. Mais en fait, c'est le ministère de l'Intérieur qui définit 6 catégories. Extrême gauche, gauche, divers, centre, droite, extrême droite. Voilà. Et LFI a demandé au Conseil d'État, c'était en 2023,
de dire s'il était ou non d'extrême gauche. Et il a été dit qu'il n'était pas d'extrême gauche. Donc eux-mêmes ne veulent pas de ce label. Bien sûr. Donc ils trouvent que c'est stigmatisant. L'autre élément intéressant à noter, c'est le caractère virtuel de la chose, qui est devenu assez extravagant. Lors des dernières élections, on a vu, sur la question, prenons de l'antisémitisme, on a vu à l'extrême gauche des gens, je ne sais pas s'il faut les qualifier d'antisémites, ou de proto-antisémites, ou de crypto-antisémites, tout ce que vous voulez, mais qui ont quand même dit des choses au jour d'aujourd'hui. Et on a vu de l'autre côté de l'opinion le RN prendre des positions anti-antisémites et pro-sionistes et pro tout ce que vous voulez. Et on a vu un certain nombre de gens qui avaient été eux-mêmes insultés par des propos antisémites et des gens significatifs. Le leader de la liste de gauche, M. Glucksmann, la présidente de l'Assemblée nationale, qui ont dit que finalement, quand même, cet antisémitisme-là, qui est réel, dont ils avaient été victimes, c'est beaucoup moins grave que l'antisémitisme virtuel. De l'autre côté de l'opinion, autrement dit, c'est l'étiquette que le RN n'arrive toujours pas à décoller. Je pense que on ne peut pas dire, bien sûr, ça a un peu changé. Je veux dire que le nombre de gens qui votent RN est beaucoup plus important que jadis. Mais néanmoins, quand même, la ligne directrice antifasciste reste quelque chose d'extrêmement puissant. Ok, merci. Guilain ? En fait, je pense que le procès en extrême droitisation, il est vieux, il marche encore, puisque lors des dernières élections, on a vu que le barrage a fonctionné, le barrage républicain. Mais une fois que le barrage républicain a fonctionné, on a aussi extrême gauchisé et fait LFI. Je ne suis pas en train de défendre LFI, dont certains des agents et des relais sont clairement antisémites à mon sens, ils se cachent à peine d'ailleurs, mais il n'empêche, on a extrême gauchisé LFI. Au RN, il y a aussi beaucoup de passés antisémites. Mais attendez, je vais être clair. Qu'il y a un passé antisémite au RN, certainement, dans les vieux classiques des années d'hier. Aujourd'hui, chez LFI, il y a des gens qui se cachent à peine pour dire des absolues horreurs tranquilles et qui sont invités partout. Par contre, la démocratie centrale, le bloc central d'Emmanuel Macron, a fait le boulot pour virer le RN dans l'entre-deux tours, alors que concrètement, la Macronie était dans les choux. Et après, a fait le nécessaire pour extrême gauchiser LFI, histoire que NFP ne soit pas au pouvoir et que le gouvernement soit récupéré par Macron, via maintenant Michel Barnier. Ce qui veut dire que si on fait le bilan, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'extrême droite n'a pas le droit de gouverner, l'extrême gauche n'a pas le droit de gouverner non plus, tout ça on prend les mêmes et on recommence. Je ne suis pas en train de légitimer le LFI, d'ailleurs, ni RN, c'est pas la question. La question qui, moi, me pose problème, c'est que soit nous vivons en démocratie, auquel cas l'extrême droite, appelée comme telle, a le droit de gagner les élections, ou l'extrême gauche, appelée comme telle, a le droit de gagner les élections, ça s'appelle la démocratie, ou alors on dit clairement, on ne changera jamais les règles du jeu, on garde les mêmes pendant 60 ans, on s'ensevelit ensemble, ou on vit un suicide programmé ensemble, et on ne changera jamais rien. Ce procès en extrémisation, il fonctionnait à droite, je pense qu'il va commencer à gauche désormais, parce que je pense que le vieux militantisme un peu sympathique que l'université aime bien, que l'école aime bien, ce sera plus forcément le même maintenant, quand il faudra absolument adouber les Rima Hassan et consorts. Je pense qu'il est en train de muter. À mon avis, à terme, on aura un bloc central qui aura gagné. Vous savez pourquoi ? Parce que je pense que la France que le gouvernement étant le majordome de Bruxelles, avec une politique qui est définie à l'avance, des orientations qui sont envoyées à Paris, je pense que de toute façon, c'est soit on fait la politique attendue, soit on mène une politique interdite. Donc on va interdire toute alternative en extrême droitisant ou alors en extrême gauchisant. Ça va être très simple. Oui, alors je crois que en théorie, si la politique fonctionnait en dehors de toute influence économique, de toute situation extérieure, effectivement, ça fonctionnerait, ils seraient toujours dans leur entre-soi. Le problème, c'est qu'ils sont en faillite. L'État est en faillite. Il n'y a plus de majorité. Bon, parce que dire qu'on prend les mêmes et on recommence, non. Ils essaient de maintenir à peu près les mêmes et ils ne recommencent pas, ils ne font rien. C'est ça le fond du problème aujourd'hui. Ils sont paralysés, c'est la tétanie. Et ça aboutira aussi à leur échec et même à leur effondrement assez rapide, je crois, maintenant. Donc, on n'est pas dans cette... ça marcherait, ce que vous dites, et ça serait très inquiétant, mais ça marcherait si la politique était complètement autonome, s'ils avaient de l'argent, s'ils pouvaient continuer comme ça. Mais c'est fini. Eux-mêmes sont atteints. Vous ne croyez pas que ça fait très longtemps qu'on parle mais là, de cet effondrement je pense qu'on arrive, ça y est, on y est. Je dirais enfin on y est. Et ça prendra 1 an, 2 ans maximum. Gérard Bardy. Bien, moi, je suis passionné par ce sujet. C'est pour ça que je vous l'ai proposé, parce que je réfléchis depuis un certain temps à la façon de sortir de cela.
L'extrême droite, c'est la marmite du diable, et elle se remet à bouillir à chaque élection. Et je partage l'avis d'Yves Christen. C'est vrai que la perception que le peuple, dans la globalité, a de l'extrême gauche n'est pas la même que la vision qu'il a de l'extrême droite. On est beaucoup plus conciliant, oui, c'est quelques éléments par-ci par-là, l'extrême gauche qui déborde, qui sont pas canalisables et tout, alors que l'extrême droite, on globalise, et dès que vous êtes proche, on l'a vu avec Zemmour, on l'a vu avec tout le monde, avec bien sûr Bardella et Le Pen. Là, c'est la marmite du diable et c'est explosif. Et ça ne peut pas... Oui, tout de suite, vous êtes néofasciste, d'une certaine manière. Bien évidemment, bien évidemment. Enfin, c'est extraordinaire quand la façon dont même quand vous vous exprimez avec vos amis, ah bon, tu parles à Éric Zemmour. Éric Zemmour, on a fait 20 ans, 30 ans de journalisme côte à côte. Oui, bien sûr, et je suis pas d'accord avec tout Éric Zemmour, mais parler avec Éric Zemmour, déjeuner avec Éric Zemmour, aller à un meeting de Éric Zemmour, c'est quand même le droit de tout citoyen. Et ben ça vous marque. Alors moi je pense que c'est très très grave et que c'est une opprobre définitive contre les droites réunies. Et que la priorité, l'urgence de ces droites, c'est aujourd'hui de réfléchir à ça. Vous ne croyez pas que le Rassemblement national est en train de réussir son chemin vers une forme de légitimité, d'embourgeoisement peut-être? Mais vous avez évidemment raison qu'il est en train de se guillemets normaliser. Sauf que dans le regard de tous nos camarades de France Inter, de France 2, de France Info et j'en passe, il continue à être qualifié d'extrême droite en permanence. Alors c'est une petite musique subliminale qui imprime les cerveaux. Et puis dans les moments cruciaux, on dit attention là. Vous pensez que c'est l'obstacle, ça qui va empêcher les 50% plus une voix? Je pense que si un travail de fond n'est pas fait, et c'est la note que je suis en train de rédiger, dans les prochains mois, 2027, c'est pas la peine de penser à Bardella, à Le Pen, etc. Ils ne gagneront pas parce que la marmite du diable, j'y reviens, continuera à fonctionner avec son fumet nauséabond. Donc, moi, je pense qu'il faut une réflexion maintenant, d'urgence, de toutes les droites, de toutes nuances de droite réunies pour, réunir un collège... Vous mettez qui dans ces nuances de droite ? On va dire le plus à gauche dans cette nuance de droite, c'est qui ? Philippot, Dupont-Aignan, Zemmour, donc vous mettez rien du RPR, on va dire. Evel Ciotti, allons-y, si on veut aller par là. Il faut qu'ils réunissent, qu'ils s'entendent un peu, ou que le plus gros parti d'entre eux réunissent un collège d'historiens de différentes sensibilités pour définir ce qu'est l'extrême droite. C'est quoi l'extrême droite historiquement ? On le sait. Ça refuse la République, ça refuse le... Enfin, Le site de la CFDT que je suis allé voir parle de ça, justement. C'est un certain nombre de valeurs antidémocratiques. Alors, où est-ce que j'ai ? Néo-nazis, royalistes, suprémacistes. Ça, c'est ça qui définit l'extrême droite. Quelles sont les prises de position de Marine Le Pen dans les 5 dernières années, ne prenons que celle-ci, ou depuis qu'elle a succédé à son père, qui colle à ça ? Rien. Absolument rien. À quel moment elle critique, elle veut renverser la République ? Jamais. On ne peut pas dire ça de Mélenchon. Quand même, une petite nuance. À quel moment elle veut remettre en cause nos institutions ? À aucun moment. Est-ce qu'elle remet en cause le fait d'être élue démocratiquement Non, elle veut prendre le pouvoir à sa place, etc. Donc, un collège d'historiens pour dire ce qu'est l'extrême droite et le marteler. Et deuxièmement, que c'est les hommes politiques des droites, de toutes les droites dont j'ai parlé, refusent d'être qualifiés d'extrême droite et quittent les plateaux de radio, de télévision chaque fois qu'on leur colle cette étiquette. Troisièmement, je termine par là, aller jusqu'à saisir la justice quand ils sont abusivement... Enfin, moi, quand j'entends Dupont-Aignan présenté comme quelqu'un d'extrême droite sur France Inter, franchement, je fais des bonds comme ça dans mon bureau. Il ne faut plus qu'ils l'acceptent. Guylain Benessa. Deux choses. J'observe quand même que... Je ne sais pas si c'est le là de la politique à venir, avec toutes les limites de l'exercice, mais tout de même, actuellement, nous vivons sous l'égide d'une campagne américaine démente, avec un homme Donald Trump qui se fout des étiquettes. Qui se fout des étiquettes tous les jours. C'est-à-dire qu'on lui colle toutes les étiquettes du monde, le populiste, extrême droite, enfin bref, il y a tout.
Il s'en fout. À mon avis, ce qui est terrible, c'est qu'en voulant absolument réfuter l'étiquette extrême droite ou extrême gauche, on discute l'étiquette tout le temps en essayant de se délégitimer de la chose. Et on discute le contraire de la position de Barnier. Alors, moi c'est clair. Moi, si j'étais un homme d'extrême droite ou d'extrême gauche, je dirais, mais j'en ai rien à cirer, en fait. Je pense... Vous ne pouvez pas dire ça. Je voudrais terminer. Non, je voudrais juste terminer. Une demi-phrase. Il n'y a pas eu SOS racisme et le lavage de cerveau depuis 50 ans. Je suis d'accord, mais ça fait toute la différence aux États-Unis. Je pense que les médias institués en font encore la marotte et les choux gras tous les dimanches, on en continue. Je pense que le Pékin moyen, d'accord, je vais être beaucoup plus respectueux, le français moyen, d'accord, de ma bouche, c'est pas du tout une insulte, au contraire, je pense qu'il s'en fout de plus en plus des étiquettes. Je dis pas que c'est réglé en 5 minutes, mais je pense que l'une des erreurs du RN actuellement, c'est qu'il cherche absolument à se dédiaboliser en jouant le jeu de l'adversaire. C'est-à-dire en disant, attention, jamais de coup à côté, je fais attention à ce que je dis, je suis plus respectable que tout le monde. Résultat des courses, il s'embourgeoise, il se centrise dans le fond, parce qu'au bout, je pense qu'il va y perdre un peu son âme, c'est potent. Et en plus, je pense que de toute façon, les gens n'ont pas envie d'avoir du Canada Dry, ils ont envie d'avoir le Rassemblement National. Et quand on voit les positions du RN lorsqu'elles sont publiques, lorsqu'elles sont claires, vous savez ce que c'est ? C'est les positions du RPR dans les années 90. Donc si tout ça, c'est pour critiquer ou contester un label dont de toute façon, à terme, on va se rendre compte que c'est une discussion de Parisiens sur des plateaux dont les Français se foutent, je pense qu'à un moment, ça tombera. Mais vous ne pensez pas que le chemin qu'emprunte le RN, c'est celui, effectivement, de devenir une sorte de grand parti républicain à la française, une sorte de RPR peut-être un petit peu plus à droite que le RPR, et c'est le chemin qui fonctionne électoralement ? Ce que je constate, c'est que le RN d'aujourd'hui est plus à gauche que le RPR d'époque. En tout cas, dans les slogans, dans les formules et dans les promesses, je vous assure que relisez les programmes du RPR, option 93 Charles Pasqua, Jordan Bardella et Marine Le Pen, ils sont franchement à gauche par rapport à Pasqua et consorts des années 90. Serge Federbusch, puis Yves Christen. Je suis d'accord à 95% avec ce qu'il vient de dire. Qui, à droite, a vraiment pris le pouvoir, c'est, je dirais, 15-20 dernières années, concrètement, quitte à l'avoir perdu, enfin peu importe. C'est Trump, d'accord, Milei, Orban, d'accord, Meloni, mais ces gens-là, ils ne se sont pas cachés. Ils se sont pas cachés, ils n'ont pas fait de la dédiabolisation, peut-être un peu Mélanie et à peine encore, pas du tout. Il faut assumer parce qu'à un moment, justement, pour parler du fond de l'affaire, c'est-à-dire de la situation catastrophique de la France et du fait que, de toute façon, la réalité se rappellera à la classe politique quelle qu'elle soit, eh bien, c'est la réalité qui contraindra à prendre des mesures drastiques. Et les gens qui élaboreront et qui verbaliseront et qui porteront des mesures drastiques peuvent parfaitement l'emporter. Enfin, Mélanie est un peu le contre-exemple parce qu'elle n'a pas exactement, en tant que gouvernante, les positions qu'elle avait annoncées en tant que candidate. Elle est quand même allée très loin. Elle a, par exemple, elle est enquiquinée par les juges ou les juges européens sur l'accord avec l'Albanie. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle les envoie chier. Je vais être extrêmement vulgaire. Et puis, elle passe par décret-loi. Quand même, à un certain moment, et ça, elle fait ça en 24 heures. Elle n'attend pas le 36e du mois. Donc, il faut, je crois, assumer. Il faut assumer, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution parce que la réalité va contraindre à des choix drastiques et radicaux. Ouais. Voilà. C'est le précipité dont vous parlez. Il faut du léninisme de droite en France. Il faut un Lénine français, point barre. Attendez, sinon, je prépare ma voiture pour partir en Suisse, moi. Ça marchera pas. Alors, est-ce qu'un Lénine français serait d'extrême droite ou d'extrême gauche ? Ça, c'est la vraie question. C'est une bonne question. Voilà. Et vous serez celui-là ? Ça, moi, je ne sais pas. Moi, j'écris des bouquins. J'ai votre 06. Espérons que j'ai pas l'obligation de partir. Alors, Yves Christen. Oui, ça dépend de ce que ferait le Lénine. Je pense personnellement qu'il est contre-productif de vouloir s'excuser de l'aspect extrême droite parce que c'est rentrer dans la logique de l'adversaire. Et, in fine, vous n'en sortez pas. Je pense que le RN ne devrait pas accepter de discuter sans fin devant une position d'accusé, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas à être accusés, ils ne sont pas au gouvernement, ils sont coupables de rien à ce jour. Ceci étant, il ne faut pas oublier que, au fur et à mesure que le RN se rapproche du pouvoir, la marmite diabolique dont on a parlé, elle bout de plus en plus. C'est-à-dire qu'elle suscite une sorte de principe d'Archimède de la vie politique qui fait que le rejet devient de plus en plus fort parce que le risque que le fascisme, entre guillemets, prenne le pouvoir devient de plus en plus grand. Et donc, ceux qui sont mus par cette pression de l'antifascisme deviennent de plus en plus virulents. Rien à voir avec l'extrême gauche, parce que l'extrême gauche, même de la part des gens de droite,
en gros, l'extrême gauche se bat pour le bien. Le terrorisme d'extrême gauche, ce qu'il fait est mal. Mais quand même, sa motivation, c'est une bonne motivation. Donc on ne peut pas lui en vouloir. On a du cœur à gauche et du portefeuille à droite. L'homme d'extrême droite, même s'il fait du bien, sa motivation, elle est mauvaise. Il est le camp du mal. Donc vous voyez, ça, c'est quelque chose qui est au niveau des forces de l'esprit, comme aurait dit Mitterrand. C'est une imprégnation, absolument. Les médias, le monde culturel, en fait, c'est religieux. C'est le mal et le bien. Je vais donner aux nouveaux, dont c'est la première émission, la possibilité de conclure. Il a mené ça. Soyons concrets, le RN, lors du second tour des élections législatives, n'a pas péché parce qu'il a montré ou il a bandé les muscles d'extrême droite. Le RN a montré qu'il était en train de tranquillement rentrer dans le rang, en refusant de tenir les promesses qu'il tenait au début, ce qui fait que les gens se sont dit, mais finalement, je comprends plus rien. Ça veut dire qu'à mon avis, oui, il y a une marmite diabolique, je veux bien, mais cette marmite, elle bout aussi parce que les partis qui représentent le mal accepte de jouer le rôle de rentrer la tête, de se soumettre et d'accepter le jeu de l'adversaire. Si le RN était venu en dire mais je me fiche des étiquettes, je me fiche que vous dites, j'ai des promesses, mes promesses c'est tenir ce que j'avais annoncé au peuple français, c'est ce que je mettrai en application, moi je pense aussi que ça marcherait mieux, parce qu'à force de s'excuser sempiternellement, la marmite bout encore plus fort. Arrêtons de nous excuser, arrêtons aux gens... Il faut arrêter de s'excuser sempiternellement, parce que je pense que c'est comme ça qu'au bout les élections sont perdues, et c'est comme ça qu'en fait la chose se renverse, la marmite bout encore plus fort, parce qu'on n'a même pas un adversaire puissant, on a un adversaire faible. Contre un faible, vous gagnez toujours. Contre un puissant qui a le vent dans le dos, c'est quand même plus compliqué. Allez, c'est la fin de ce deuxième round. Merci messieurs. On se retrouve dans quelques secondes pour le troisième, dernier round. C'est les coups de gueule et les coups de cœur. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Rebonjour, on passe au troisième round, les coups de gueule et les coups de cœur. Et c'est Gérard Bardy qui s'y colle. Coup de gueule donc, et coup de cœur dans l'ordre. Je savonne. Gérard. Eh bien d'abord, un coup de gueule, et un coup de gueule sans surprise contre le président de la République. Emmanuel Macron est définitivement le président de la com, le président du bluff. Vous avez un exemple. Je veux l'épingler pour ses promesses faites il y a 3 ans pour sauver Marseille. Devant micros et caméras, bien sûr. On sait combien la cité phocéenne, elle est en perdition, avec un trafic de drogue omniprésent, généralisé dans la ville, avec plus de 250 points de deal maintenant, et des morts par dizaines chaque année, y compris des gamins. Eh bien, le président de la République s'était déplacé en grande pompe, comme toujours, et avait promis, avec des trémolos dans la voix, un plan de 50 milliards pour remettre la ville sur les rails. 5 milliards, je crois. 50 milliards. 50 milliards. Ah. On allait voir ce qu'on allait voir. Okay. Et une fois encore, eh bien, Macron a confondu la parole avec l'action. Il pense que dès qu'il a parlé, les problèmes sont résolus. Eh bien, sur les 50 milliards, 3 ans après, seulement 1,23% de cette somme a été libérée. 1,23%. Les investissements sont donc nuls. Et il y a à Marseille aujourd'hui moins de policiers qu'en 2017. Une fois encore, on a la confirmation que la parole de Macron, c'est du bidon. Ok. Merci beaucoup. J'ajouterai à votre papier que cette promesse n'a pas été suivie de comités d'action, de personnalités pour mettre en œuvre la musique. Et en réalité, effectivement, c'est une promesse qui n'a même jamais vu un commencement de début. Je parle, donc j'agis. C'est fou. Alors ça, c'était votre coup de gueule. Quel est votre coup de cœur ? Le coup de cœur, je crois que je voudrais l'adresser à des personnes dont on parle peu, ce sont les élus locaux. Et notamment aux maires et aux conseils municipaux, particulièrement à ces élus qui ont été confrontés ces dernières semaines, ces derniers jours, aux pluies, aux inondations, aux dégâts provoqués dans leur ville et leur village. Les caméras parties, ils se retrouvent aujourd'hui seuls face à leur population et avec des moyens financiers très insuffisants pour faire face à des situations qui sont nouvelles et à des périls qui sont inquiétants et qui vont durer dans le temps.
Le coup de chapeau à Sébastien Leroy, par exemple, le maire, les Républicains de Mandelieu, sur la Côte d'Azur, dont la ville a été largement sinistrée et qui a pris la parole pour dénoncer les absurdités administratives qui empêchent les maires d'agir avec efficacité. Les textes, les réglementations, les lenteurs, les contradictions de l'administration paralysent l'action de nos courageux élus locaux. À Mandelieu, l'État empoisonne la vie du maire pour construire des logements sociaux dans des zones inondables. Tout ça pour respecter ces rues, dans toute son absurdité, alors que le maire qui voudrait réaménager sa ville pour endiguer les inondations récurrentes, eh bien, n'y parvient pas parce que de règlement en règlement, rien ne se fait dans les temps. Alors, bravo et merci à tous nos élus locaux. Il fallait leur donner un coup de chapeau. Merci beaucoup Gérard, je vais 100% dans votre sens pour connaître un petit peu les élus et leur travail de terrain et l'ingratitude des concitoyens, très souvent, parce qu'ils sont réellement à portée de baffe. Merci. Allez, Guylain Benessas, c'est votre première. Coup de gueule, coup de cœur ? Alors, un coup de gueule en forme de coup de cœur. Je m'explique. Okay. Vous êtes centriste, vous, hein ? Non, du tout. En même temps. Mais disons que ça m'a donné à réfléchir. C'est le fait que Andy Kerbrat, ce député LFI qui a été ramassé par les flics en train d'acheter de la dope à un mineur dans les rues de Paris. Pourquoi est-ce que c'est mon coup de cœur, coup de gueule en forme de coup de cœur ? C'est parce que ça fait 6 mois qu'on nous bassine, et qu'on me bassine d'ailleurs, à me dire qu'il faudrait parlementariser le régime de la Ve République. Qu'il faudrait, que finalement il faut se réjouir que le pouvoir ne soit pas totalement à Matignon ou surtout à l'Élysée, parce que c'est merveilleux le Parlement et c'est merveilleux l'Assemblée. Si l'Assemblée est composée, comme c'était hier, des tenues criards de la France Insoumise, qui ont basculé du côté des dealers de la France Insoumise, alias Louis Boyard, pour maintenant les camés de la France Insoumise, très honnêtement, il vaut mieux que la polarisation du régime reste du côté de l'Élysée, parce que j'aime peut-être pas beaucoup Emmanuel Macron, mais malheureusement, quelque part pour le régime, il reste quelque chose tout de même à l'Élysée, là où le Parlement en ce moment déconne à plein tube. Je dis pas tout le Parlement, mais si demain le Parlement est composé, on va dire d'Andy Kerbrat à puissance 1000, on va pas aller très loin. Ok. Et donc c'est un coup de gueule et coup de cœur. C'est un révélateur en forme de coup de gueule, coup de cœur, quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Et pour mon coup de cœur, 100%. Rien à voir, est sorti en Blu-ray, DVD et en SVOD Furiosa, le dernier film de George Miller. Ça, vous m'avez sidéré quand vous m'avez annoncé ça. Alors, cinéaste australien qui a donné naissance à la saga Mad Max. Bien sûr. J'ai pas le temps du tout de parler de tout ça. J'écris beaucoup sur le cinéma à côté, ça n'a rien à voir. Mais ce qui m'a fasciné dans Furiosa, qui m'a vraiment interloqué et embarqué, c'est que dans ce monde dans lequel nous vivons, la crise du récit, la crise des histoires, la déconstruction permanente, où on n'a plus le droit, quelque part, d'aimer son pays ou d'aimer le grand récit, la fable. Tout ça est devenu, ça a fait l'objet d'une espèce de descente en flèche. George Miller, avec Furiosa, nous construit un monde mythologique, aux accents bibliques, avec une grande réflexion sur l'histoire, au travers de quelque chose qui se veut un blockbuster d'action. De voir une intelligence et un amour du récit et de la fable au milieu d'un monde dans lequel plus personne ne croit dans la fable et dans le récit, sincèrement, ça fait un bien fou. Le film, malheureusement, a fait un carton au box-office. Il se rattrape peut-être en SVOD et en DVD à voir, mais pour moi, ça a été une bouffée, un amour de la fiction. Au même moment, on n'a même plus le droit d'aimer les histoires. J'ai pas compris, ça a fait un carton ou ça n'a pas fait de carton ? Ça n'a pas fait un carton. Ah, ça n'a pas fait de carton. Malheureusement, c'était un fou. Ouais. D'accord, très bien. Je me souviens des critiques, elles n'étaient guère favorables, et du coup, j'avais pas du tout décidé d'aller le voir. Si vous aimez la mythologie, vous aimerez Furiosa. J'ai été biberonné à la mythologie. Alors je vous souhaite un bon visionnage. Très bien, merci beaucoup. Allez, Yves Christen, qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Oui, écoutez, comme coup de gueule, je voulais évoquer ce projet de salle de shoot près de la Bonne Mère à Marseille. Oui. Et c'est dans la ligne de ce qu'a dit Guylain, c'est-à-dire on a là quelque chose qui est grave en ce que ça atteinte à la partie mythologique de la population. La Bonne Mère à Marseille, c'est pas une église catholique, c'est un temple païen. Enfin, en gros, c'est un élément symbolique de la ville. Bien sûr. Donc, on a l'impression là vraiment d'une atteinte. Une profanation ? Oui, une profanation. Enfin, mais pas seulement religieuse. Vous voyez, une profanation à ce qui est au centre de l'espèce de mythologie marseillaise avec ses bons et ses mauvais côtés. Les mauvais côtés, on en connaît bien. Et c'est en cela que le fait même d'avoir eu cette idée est quelque chose, à mon avis, de problématique. Ok. Ça, c'était votre coup de gueule. Oui. Est-ce que vous avez un coup de cœur ?
Alors le coup de cœur, c'est l'exploit de SpaceX d'Elon Musk. Ouais. D'abord parce que technologiquement, c'est quand même assez extraordinaire. Et Sidérant. puis aussi, dans la Sidérant. lignée de ce qu'a dit Gérard Bardy, qui a parlé du fait que les hommes politiques se contentent de parler et sans agir. Là, on a quelque chose qui relève de la réalité. Voilà un type qui, par ailleurs, est problématique probablement d'ailleurs, mais il a fait un truc. Ce truc, ça marche. Vous voyez, c'est pas de la parole. On est dans le statut de la réalité. Et ça, je trouve tout de même assez enthousiasmant. Bien d'accord avec vous. Ces fusées qui s'en vont, qui atterrissent au centimètre près. Hey. C'est, pour moi, on est véritablement dans Star Wars. Voilà, En et tout puis, cas, on commence à l'entrevoir. Faire quoi. lien dans Star Wars ou dans Tintin, mais dans la réalité. C'est-à-dire Ouais, que bien le sûr. type a réalisé cet exploit. Incroyable, je suis d'accord avec vous. Ok, merci beaucoup Yves Christen. Serge Federbusch, alors coup de gueule, Alors, coup de cœur. coup de gueule. La récupération obscène par les écologistes et la gauche de la mort du pauvre gars, du cycliste qui a été écrasé là. Il nous explique qu'il faut surtout, quand il y a un fait divers, par exemple une fille qui se fait violer dans le bois de Boulogne, faut pas en faire de signification politique, faut pas en parler, faut pas mettre d'affiches, etc. Et là, il y a un gars qui s'empeigne avec un autre sur la voie publique, ça tourne au vinaigre, et bon, il meurt, mais enfin, c'est pas plus grave que ce qui s'est passé au bois de Boulogne, hein, ça on est tous d'accord, sauf peut-être la gauche et l'extrême gauche et les écologistes. Et alors là, ça devient, on fait des manifs partout, on veut à nouveau mettre la pression sur les automobilistes, c'est un prétexte pour faire avancer un agenda qui est quel agenda en fait? La gauche se crée des espèces de populocules, je sais pas comment les appeler, de petites communautés soi-disant, de segments du peuple, qui est désormais sa clientèle électorale, puisque le peuple il s'en fout, et donc on les abonde, on les nourrit avec cette espèce de récrimination où on les caresse dans le sens du poil et on en fait des martyrs à partir justement d'un fait divers. Et je trouve ça assez obscène et je tenais à le dire, quoi qu'on pense Merci pour du votre fond coup de des gueule. événements. Alors, Bien le d'accord. coup de cœur. Je ne savais pas que le film de Miller avait bidé, parce qu'effectivement, je trouve ça pas mal. Alors, ça me donne l'idée peut-être de m'aventurer sur le terrain culturel, mais je pense qu'il serait... je recommande d'aller voir... Alors, du point de vue cinématographique, coup de cœur, si on veut faire de la politique, le meilleur film politique de ces dernières années qui a fait un bid aussi en France, ça s'appelle Civil War. Ça raconte la guerre. Je l'ai vu. Bon, c'est extraordinaire. Je suis d'accord. Ça comprend tout à fait la haine entre démocrates républicains, entre nordistes et sudistes qui ressurgit potentiellement aux États-Unis. C'est un grand film politique qui est passé complètement sous les écrans radars. Allez le voir. Puis deuxièmement, allez voir aussi, si vous avez le temps, l'exposition Caillebotte au musée d'Orsay. Alors là, je m'appelle aux Parisiens. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un... Alors, c'est plus la personnalité de Caillebotte encore que même son œuvre, parce que c'est quelqu'un qui est mort jeune. C'est quelqu'un qui a consacré tout son argent à faire une collection de tableaux, à défendre ses amis et à la donner finalement à l'État. L'État en a refusé la moitié parce que, soi-disant, ils n'avaient pas la place. Oui, donc, je pense que c'est l'hommage à quelqu'un qui est mort il y a bientôt 100 ans et qui, en fait, le méritait et qui est un grand peintre, un grand artiste et finalement un grand Français. Allez, j'ajouterai quelque chose. Je suis totalement fédérbouchiste aujourd'hui. Je dirais que ça vaut vraiment le déplacement. Où que vous soyez en France, ça vaut le coup de se préparer un week-end pour aller voir Caillebotte. Sachant qu'il faut prendre ses places très longtemps à l'avance. Hein. Et puis aussi voir la maison Caillebotte à Hyères, dans l'Essonne. Okay, là où il a manque à vécu, vous. où il a travaillé et tout, c'est transformé en musée, c'est très intéressant. Ça Parfait. fera plaisir à Dupont-Aignan. En plus. Eh bien, vous avez raison, je n'osais le dire. Ok, allez, merci beaucoup. Merci messieurs, hein. C'était très intéressant. J'espère que vous en faites votre miel et je vous retrouve dans 15 jours avec de nouveaux invités et de nouveaux sujets. Journal télévisé, reportages, enquêtes, entretiens et débats. Tous les jours, retrouvez les programmes complets de TVL sur tvl.fr ou sur notre chaîne YouTube.